Donc moi j'ai découvert, hein, il y a pas tellement, j'avais pas très vaguement entendu parler cette affaire du Foch, mais c'était peut-être passé entré par une oreille à sortir de l'autre. Là, j'ai vraiment, pour moi, c'est, comme on dit un peu vulgairement, c'est du lourd, quoi. C'est vraiment très important. C'est clair que ça prouve bien qu'il y a énormément de choses dissimulées. Enfin, c'est mon opinion. Bon, je peux me tromper, mais ouais, c'est très convaincant pour moi. Exactement, c'est un cas franco-français, puisque quand on parle d'affaires d'OVNI, tout ça, les gens disent, ouais, ce sont les Américains, patati, patata, chez nous, il se passe rien. Alors qu'en fin de compte, ben, là, on a un cas français et qui concerne les autorités quand même. Je veux dire, voilà, c'est un cas militaire, quoi. Et quelque part, ben oui, il n'y a pas que les Américains et l'US Navy et le Nimitz et le Princeton et j'en passe, c'est des meilleurs. Ou le Roosevelt aussi, je crois, qui était confronté aussi à des choses. Atlantique, Pacifique, mer du Nord, c'est dingue les cas que nous avons. C'est, voilà, moi j'ai pris que des zones, hein, que des zones géographiques, mais on se rend compte que c'est tout le globe qui est concerné, hein. Il y avait une affaire sur le fleuve avec les Américains et l'Australie pendant la guerre du Vietnam. J'en ai pas parlé. J'en parle dans mon deuxième livre où il y avait un ovni qui avait attaqué, euh, qui s'était présenté. Et puis il y a une slave qui était, ils ont été attaqués les gars. Et quand ils ont découvert les trous qu'il y avait sur le bateau et qu'ils ont récupéré des projectiles, ce sont ceux qui avaient été lancés par le bateau américain. Donc en fait, l'OVNI il a retourné les armes contre. Voilà. Ça, c'est dans mon deuxième livre. Voilà. Donc, alors, voilà, Vietnam, voilà, Indochine, Ce qui est France, un, Bretagne, voilà, Bretagne, Atlantique, Pacifique, mer du Nord. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Oui, alors, les Caraïbes, la Floride. Enfin bon, euh, en Angleterre, on en parlait aussi tout à l'heure, hein. Euh, il y a eu des histoires, notamment en Écosse, où il y a une base américaine. C'est partout. Les histoires d'OVNI, c'est partout. Et les histoires d'OANI, c'est quasiment partout aussi. Et Et si on met bout à bout, comme disait Thierry tout à l'heure, si on met bout à bout les dossiers, on arrive à un puzzle. C'est ça qui est énorme. Euh, on part de 1947 où ça s'est popularisé. Et là, nous sommes en 2021. Et au fil de l'histoire, ça n'arrête pas, quoi. Ça continue. Et certains assistent aux mêmes choses. Alors, Thierry, quel tient ton sentiment là-dessus euh, ah bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvain. De toute façon, c'est pas compliqué. Nous, ce qu'on constate ici, c'est la Pointe Bretonne, c'est que nous sommes dans un endroit qui est militaro-industriel énorme. Donc, la Pointe Bretonne, c'est un véritable camp retranché du fait que nous avons euh, la chance ou la malchance d'avoir la force de dissuasion nucléaire, c'est-à-dire les longues, mais que toute la rade de Brest et la pointe finistérienne est englobée dans un système de protection énorme et immense. Nous avons, pour dire, la BAN de l'Andivisio, qui donc, où il y a la flottille qui est sur le porte-avions Charles de Gaulle. Nous avons la base aérienne aussi de Languedoc-Poumic, les Longues, l'arsenal de Brest, euh, euh, tout le quai des flottilles des nouvelles frêmes qui sont mis en place, la sortie du coulet de Brest, euh, le site du radar de l'opérette, donc qui prend tout le Grand Ouest. Nous sommes complètement englobés dans un système militaro-industriel immense. Ce système, bien sûr, militaro-industriel, et cette base globale de défense attire nos visiteurs exogènes, puisque vous le savez tous aussi bien que moi, que depuis les affaires des États-Unis, de Maelstrom, ou le plateau d'Albion, dont Jimmy Dieu, à un moment donné, d'ailleurs,
parler régulièrement dans ses livres ou dans certains reportages. En fin de compte, le pot de miel du plateau d'Albion s'est transféré sur le site militaire ou industriel avec des longues en 70-72. 74, l'affaire du porte-avions Foch. Nous sommes en pleine période électorale. Nous verrons d'ailleurs arriver Giscard d'Estaing au pouvoir, à la présidence de la France. Donc, on peut aussi se poser, parce que j'ai entendu parler, mais je n'ai pas beaucoup plus de preuves, mais j'ai entendu parler que Giscard d'Estaing avait eu quelques petits problèmes en arrivant à Brest pour venir visiter l'île Longue. Il paraîtrait qu'il y ait quelque chose dans l'air au-dessus de Brest qui aurait fait en sorte qu'il aurait eu des soucis pour venir atterrir en hélicoptère à l'île Longue, et que donc il aurait dû se faire son trafic de l'aéroport de Brest-Guilpavant, il aurait atterri à Brest en voiture au lieu de venir en hélicoptère. Donc il y a peut-être quelque chose dans l'air. Et puis aussi, toutes ces affaires, Jean-François Boisdec me disait hier, il y a une affaire par jour en France. Une affaire par jour d'observation OVNI. Donc, pour tout ça, il y a une sorte de corrélation. Dernièrement, j'en parlais encore avec les copains. J'ai eu la chance de voir des nouvelles vidéos qui ont été faites sur le site de Châteaulin, où j'ai vu des objets se trimballer un peu dans tous les sens du terme, dans tous les sens sur la vidéo, avec, même si c'était un smartphone, la qualité des smartphones maintenant fait qu'on peut saisir vraiment, même de nuit, en très bonne qualité, au-dessus de Châteaulin, et j'étais scotché, quoi. J'étais scotché. Mais l'affaire de 74, les multiples observations qui ont été faites à cette époque-là mettaient bien en avant que le phénomène, les entités ou s'intéressaient énormément à cette puissance que nous mettions en place. En fin de compte, c'est énorme, quoi. Si, excuse-moi, je te coupe, mais si je reprends une des hypothèses évoquées par Sylvain, c'est-à-dire de créatures aquatiques, ou en tout cas peut-être pas aquatiques, mais vivants, ou ayant des bases dans l'eau, effectivement, ces engins nucléaires, d'abord parce que les sous-marins nucléaires, c'est pas seulement des missiles, mais c'est des réacteurs nucléaires pour fournir la puissance. Et ces réacteurs nucléaires, à mon avis, comme c'est du matériel militaire, excusez-moi les militaires, mais je suis pas sûr qu'ils aient pris toutes les précautions pour que ce soit la plus haute fiabilité, parce qu'on sait qu'il y a des sous-marins américains et russes qui ont coulé, qui sont au fond de l'océan. Donc il y a des réacteurs nucléaires au fond de l'océan qui envoient leur bouillon radioactif là dans la mer. Bon, la mer est grande, bon, d'accord, mais c'est quand même des dangers tout ça. Hein. C'est vraiment des dangers pour. Et je pense que il y a peut-être même des dangers plus graves parce que vous savez, au début, quand les Américains ont testé les bombes à hydrogène dans le Pacifique, il y a des gens qui ont dit attention, bombe à hydrogène, l'eau de mer c'est plein d'hydrogène, bombe à hydrogène, et si vous allumez la mer, une gigantesque explosion nucléaire. Alors les savants ont regardé ça, ils ont dit non, c'est pas possible. Heureusement, d'ailleurs, on est toujours vivant. Ils ont eu raison, mais il y a peut-être des dangers inconnus hein, qu'on ne voit pas, indépendamment de la puissance de destruction massive enfin, moi, qui me révolte. Enfin, c'est une façon de parler parce que de toute façon, on n'y peut rien. Bon, c'était une petite aparté, mais bon, voilà. C'est très intéressant ce que tu as dit, Patrice, parce que ça amène aussi à penser que le domaine militaire ou industriel a une sorte de mainmise sur le... Et ça, je suis parfaitement d'accord. Parce que en 2005, on a eu un cas très intéressant sur Brest où on a 6 objets qui sont arrivés à 17h et quelques minutes sur le site de Brest. Ils sont passés au-dessus du pont de l'Iroise à très grande vitesse. Et, ces 6 objets ont été photographiés, dont un qui s'est pointé à la verticale de l'île Longue en l'espace. On a calculé à l'époque, vitesse, c'était plus de 2000 km/h. Hein, le fait qu'il était au-dessus du pont de l'Iroise, pour ceux qui connaissent un peu la rade de Brest, et la zone dite P112. La zone P112, elle englobe tout Brest, et elle englobe aussi l'île Longue,
une partie de la pointe de Crozon, la rade de Brest, bien sûr. Et cette zone est interdite de survol parce que nous avons des manœuvres des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SLM. Et ce qui est intéressant, c'est que en 2005, donc, on a fait les premiers repas ufologiques. On doit être au 100e repas ufologique là, actuellement, malgré la crise. Enfin, là, maintenant, c'est un peu coincé, on est un peu coincé. Ce qu'il faut savoir qu'il faut savoir, c'est qu'on a un gars qui était sur un bâtiment de la Marine nationale qui est venu au repas UFO et qui nous a dit la chose suivante, c'est que oui, en effet, il y a eu des observations au-dessus de Brest, des photos de prise, tout ça, mais moi j'étais en mer d'Iroise sur un bâtiment militaire. C'était une frégate anti-sous-marine, si je ne me trompe pas. Peut-être, je ne sais pas laquelle, mais enfin, peu importe. Et on a détecté un sous-marin. On a détecté un sous-marin, enfin, on peut les appeler Sylvain un Ouani. Et on pensait que c'était des sous-marins de la classe des Los Angeles, américains. Donc, sous-marins d'attaque. Hein. Et on a essayé de le contrer, donc ils ont essayé de le coincer. Il faut savoir quand même qu'au niveau militaire et de la Marine nationale française, on est au top. Hein. On est au top du top. Hein. On coince un sous-marin très rapidement. Hein. Même aux États-Unis, ils font pas mieux ils sont moins bons que nous. Hein. Et ils ont essayé de le coincer, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Bon. Mais ce qui est marrant, c'est que ça s'est passé le jour, la nuit suivante des observations et des ovnis qui ont été photographiés au-dessus de Brest. Les 6 objets qui ont été photographiés au-dessus de Brest. Donc, à 17h05, on a des objets qui passent au-dessus de Brest. La nuit suivante, vers 23h minuit, on a un Ouani qui est pris en chasse par des frégates anti-sous-marines françaises en mer d'Iroise. Le gars, il vient au repas UFO, il nous dit ça, donc il était sur un bâtiment de la Marine nationale, il vient nous dire ça. Quelques jours plus tard, il est convoqué au BRM, Bureau des renseignements militaires de la Marine nationale, ici à Brest, je ne vous dirai pas l'adresse, je connais un peu, je sais où c'est, à peu près. Il est convoqué, il sort deux chemises. Le gars du BRM, des bureaux de renseignement militaire, il sort ma photo, il dit, vous fréquentez ce monsieur, il n'est pas très fréquentable. Hein. Il sort la photo de Pascal Combotte de Vigie OVNI 29, de l'association donc, avec qui je collaborais à l'époque, et qui était un super copain, un super pote, un super enquêteur. Il dit, mais ces gens-là, ils ne sont pas fréquentables. Hein. Le gars est débarqué du bâtiment sur lequel il servait. Il est amené à Toulon. Il y a un service spécialisé là-bas. Et quelques jours plus tard, il est obligé de donner sa démission de la Marine nationale. Parce qu'il est venu nous contacter et nous raconter cette histoire que donc une frégate de la Marine nationale française avait détecté un Ouani en mer d'Iroise. C'est comme ça que ça se passe ici, en Pointe-Bretonne. Ouais. Il y a quelqu'un qui a envoyé, c'est G qui a envoyé, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, il explique qu'il y a un nouveau décret qui est sorti qui renforce encore le secret sur ces affaires, sur les affaires militaires, mais donc maritimes aussi. En tout cas, ce que tu racontes là, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Et on l'a quand même viré. C'est pour ça que les militaires font attention de ne pas parler, évidemment. Ils savent Alors, que ça a été popularisé, ils savent tout ce qui va arriver. Ouais. Complètement. Mais ils sont tous au courant. Le problème, c'est ça. Pour raconter un petit peu, en 2007, j'étais invité par Marc Angie. D'ailleurs, c'était une émission qui était passée sur Canal+, sur les OVNI, les OANI, les OVNI, tout ça. On peut la retrouver encore chez les OVNI. Jacques Patnais était venu faire une conférence au radar de Bretagne, donc centre névralgique quand même, où il y a des radars primaires et secondaires qui sont très pointus. C'est-à-dire, il prend tout le Grand Ouest, le radar primaire, le secondaire, il prend tout le Grand Ouest pour la circulation aérienne civile,
il y a le radar militaire, donc primaire, qui lui prend tous les mouvements, bien sûr, hors transpondeur. Il faut connaître la différence entre transpondeur et enfin les deux choses, quoi. Marc Angie me dit la chose suivante. Il était militaire, hein, il a été pilote de chasse. Il me dit donc, quand j'étais en patrouille sur un Fouga Magistère, c'était en Méditerranée, il a été survolé par un engin discoïdal qui passait au-dessus de sa verrière, un engin qui faisait plus de 15 mètres de diamètre. Et puis, Makanji, qui tenait d'ailleurs le site Rencontre Impossible, si je ne me trompe pas, ou Improbable, quelque chose comme ça, me dit, tu sais, moi, après, quand j'ai quitté la chasse, il y avait eu quelques problèmes familiaux, et puis il avait dû quitter la chasse. J'étais à la BAN de l'Andivisio, base aéronavale. BAN, c'est base aéronavale de l'Andivisio. Et j'étais radariste. Et puis là, en mer d'Iroise, on voit un gros blop, un gros bip apparaît. Donc un contact, quoi, radar. Un gros truc, hein. Et puis là, de ce petit truc, de ce gros truc, il voit des petits blips qui sortent, 3, 4. Donc, ça fait penser à un vaisseau mère, et puis à côté, des trucs d'observation qui partent. Voilà. Et là, le commandant de la base, il décide d'amener ce qu'on appelle à cette époque-là, c'était des étendards de recours, un étendard de recours pour aller en reconnaissance, donc photographique. Et puis Marc, il dit, mais pourquoi vous amenez pas un Crusader? Crusader, c'était des avions plus de combat, hein. Les Crusaders, c'était vraiment le chasseur tout temps et qui, là, et le commandant lui dit comme ça, bah non, on n'amènera pas ce genre un Crusader parce que il reviendra pas. Il reviendra pas. Donc, comme quoi, en fin de compte, ils étaient déjà au courant. Ils savaient déjà ce qu'il en était. On amène un avion de combat pur et dur, un Crusader, et ben, il reviendra pas. On amène un avion de recours, un étendard de recours. Je crois que c'est des étendards IP, je crois, je ne me souviens plus trop. Mais voilà. Donc, comme quoi, ils savent La, déjà. la hiérarchie est bien au courant. Bien Ils ont sûr. déjà des protocoles et tout. Ils savent quoi, enfin, ils savent déjà quoi faire. Complètement, complètement. Ouais. Et ça, c'est marrant ce que tu dis, Thierry, parce que Alors, dans mon livre, je crois que j'en parle, dans mon deuxième livre, il y a la même réflexion au niveau des États-Unis et des Russes lorsqu'ils sont confrontés à certains phénomènes, qui leur disent carrément, bah, la prochaine fois, vous n'en occupez pas. Oui. C'est là, de toute façon, on ne peut rien faire. Donc, laissez ces choses-là tranquilles. En gros, ça ne fait pas pour des titillés, quoi. Donc, laissez ça tranquille. On en est là, hein. Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord. c'est vraiment intéressant tout ce qu'on apprend ce soir. Ouais, c'est bien d'avoir fait cette émission. Ok. Il y a des gens qui veulent poser des questions, ont des choses à ajouter. Je vois quelqu'un qui... Non, personne. Normalement, on peut lever la main. C'est peut-être que je l'ai bloqué. Attendez, je vais voir la sécurité. Activer ça dans mes discussions. Verrouiller, activer. Non, je vois pas de possibilité. Bon, c'est que les gens sont timides ce soir, c'est tout. Voilà. Je ne sais pas s'il n'y a pas Françoise qui fait signe. Françoise, oui. Vous voulez parler, Françoise? Non, non. Désolé. Sinon, je vais prendre la liste. Sylvain Thierry Bruno, tu veux peut-être dire quelque chose? Moi, ce que je voulais ajouter, Patrice, bah déjà, une très bonne conférence de Sylvain et de Thierry. J'ai beaucoup apprécié, j'ai appris pas mal de choses sur certains cas que je connaissais pas forcément. Et c'est très bien. Ok, oui, c'est mon sentiment aussi. Ouais. Je les félicite, c'est très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai ouvert le micro. J'ai mon micro.
Charles Génaudot, je lui ai demandé de réactiver son micro, mais apparemment, il est timide. Françoise, Fred, impossible ou pas? Ouais, Fred, si tu veux parler, c'est à toi de jouer. Frédéric, je ne connais pas ce Frédéric. Si je le Bonsoir vois à là, tous. Bonsoir, vous m'entendez? oui, tout à fait. Oui, bonsoir, bonsoir à Sylvain. Et puis bon courage au monsieur là qui a perdu un ami. Donc la Belgique, l'affaire des triangles belges, oui, je l'ai suivi, j'ai même fait une vidéo dessus. Et j'avais parlé donc de ces sacrées boules rouges, hein, de ces sacrées boules rouges qui avaient visité le lac de la Gilette. Et que c'était un grand mystère et que la COBEPS en Belgique, on ne savait toujours pas ce qui avait survolé. Donc, enfin, on savait pas ce qu'il y avait, quoi. Enfin, on ne sait pas ce qui avait survolé la Belgique. Ça, c'est un truc qui est sûr et certain. Et que bon, qu'on avait de très bons chercheurs, on va dire, en Belgique, mais malheureusement, qui se font très discrets. Voilà. Voilà. Fred, Oui, je t'écoute, Sylvain. je te Bonsoir. remercie. Bonsoir, oui. Oui, bonsoir. Euh, tu m'avais raconté qu'on avait été vous voir à Bruxelles, tu te rappelles? Ouais, Que le bonsoir. commandant de Brouwer, De Brouwer, oui, oui. devenu général à la retraite, je crois maintenant, ou Je colonel. crois, oui, qu'elle est Ouais. générale. Oui, oui. Et donc, il avait fait une déclaration. Il avait détaillé ce que voyait le scope du F-16 à l'époque, qui avait décollé, Oui. hein, les accélérations, voilà. Et tu m'avais dit qu'après, une fois à la retraite, il avait continué de dire que ce qui avait transité ce soir-là sur le ciel de la Belgique n'était pas du tout du fait de nos technologies, en tout cas connues. Oui, non, tout à fait. En fait, il avoue qu'il y a c'est quelque chose d'extra terrestre, en fait, hein. D'ailleurs, on le voit dans certaines conférences, hein, c'est certain, quoi. Mais c'est vrai, tu as raison, non, tout à fait. Il a déclaré comme quoi il savait pas ce que c'était, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, mais sinon, bon, en Belgique, il y a eu cette histoire de petit rechin là avec cette personne soi-disant qui a fait la truc Patrick en Maréchal. frigolite. Ouais. Et je me suis même rendu au lac de la Gillette pour les 30 ans, tout ça. Bon, j'ai essayé de voir aussi. Il y a eu, on voit sur Wikipédia qu'il y a eu il y a eu une randonnée le matin. Et il y avait un gendarme dans la bande et ils ont vu un triangle. Le jour, oui, ça c'est sur Wikipédia, il faut les revoir, hein, les triangles belges. Et ça a été rajouté, donc normalement il y a il y a des gens qui ont vu déjà quelque chose dans la matinée, visiblement, Ah, avant que les gendarmes. Mais il faut savoir que ça a duré quelques heures, hein, ces deux triangles oui, qui ont survolé. C'est ça le pire, c'est que ça a duré oui, quelques oui. heures. Oui, mais c'est d'habitude, ça, allez, c'est 2 minutes, un quart d'heure, c'est déjà beaucoup en ufologie. Mais là, Oui. effectivement, ça a duré. Bah, tu me l'avais dit hein, d'ailleurs en Belgique, hein, ça a Ah duré oui, longtemps. ça a duré longtemps. Et toute la nuit, et 1500 témoignages, rien que pour cette affaire. Et Oui. il n'y a eu aucune explication satisfaisante. Aucune explication. D'ailleurs, sur ma chaîne, on peut voir le reportage d'origine de la RTBF, hein, donc on peut y aller. Vous allez sur Impossible ou pas. Je fais ma pub en passant, hein, donc vous êtes tous bienvenus, notamment pour vous faire interviewer, comme Sylvain, qui est venu sur ma chaîne. Et c'est vrai que il y a eu énormément de témoignages. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que bon, il y a des très bonnes personnes qui étaient à la COBEP, enfin, on appelait à l'époque la SOBEPS, qui est devenue la COBEPS, ou le COBEPS, je crois qu'il faut dire le COBEPS, et ils sont assez discrets, ils se renferment un peu sur eux-mêmes. Et j'ai d'ailleurs eu contact avec un radariste de, je ne sais plus, de Glon en Belgique, qui m'a dit, Fred, n'insiste pas sur ce dossier-là. Un peu dans l'histoire que ce monsieur vient de raconter là, avec qu'il est venu au repas ufologique et qui s'est fait remonter les bretelles. Donc moi je me suis fait et j'ai demandé à la COBEPS de venir dans Impossible ou pas, ils ne veulent pas venir. D'accord. Voilà. J'ai quelqu'un qui s'appelle TV Lib, vous avez Merci. qui voudrait prendre la parole, ben, je lui donne la parole. Oui, bonsoir à tous. Je voulais simplement vous signaler que Jean-Pierre Petit vient de mettre, je crois qu'il m'a téléphoné cet après-midi, il m'a dit, ça y est, je refais ma vidéo, une vidéo extrêmement pertinente et intéressante sur l'histoire du GEPAN.
qui a été créé en 77, notamment après l'interview que j'avais faite de Robert Gallet, le ministre d'État chargé de la Défense nationale. Donc tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des ovnis et aux dernières découvertes peuvent utilement aller sur le site de Jean-Pierre Petit. Donc fin de la parenthèse, je voudrais également vous signaler que moi j'ai pris beaucoup d'intérêt à écouter les interventions des uns et des autres, parce que j'ai été alerté sur le fait qu'il y avait une série américaine que certains d'entre vous ont peut-être vue, qui s'appelle Contact, 8 épisodes, je crois, de 30 minutes à peu près, où ils tirent vraiment à la ligne, ils tirent à la ligne, ils tirent à la ligne, ils auraient pu en faire 3 ou 4 seulement, mais bon, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est la fin du 8e épisode, où ils retrouvent, après une enquête, ils retrouvent un sous-officier, ou un officier, je ne me souviens plus, qui était sur le Nimitz, non pas en 2011, non pas en 2004 avec l'affaire des F-18, mais en 1993, c'est-à-dire 11 ans avant. Et le gars raconte dans cette série, qui est une série de reportages, il raconte qu'il a vu en pleine nuit, alors que tout l'équipage avait ordre d'être à l'intérieur et que le Nimitz était en blackout total, lui, il a vu sortir de l'eau un engin qui ne goûtait pas, c'est-à-dire que l'engin est sorti de l'eau, mais il n'était pas mouillé en quelque sorte. Et cet engin était plus grand que le Nimitz, dans le silence total. Ah oui, le Nimitz, il fait 333 mètres de long. Hein. Ben oui. Donc c'est pour vous dire que l'histoire des triangles, ou des quadrilatères d'ailleurs, qui sont vus par des multiples témoins depuis des dizaines d'années et probablement des siècles, voire des millénaires, c'est pas nouveau, mais c'est passionnant parce que maintenant on a des témoignages très précis. C'est pour ça que les témoignages que j'ai entendus sur le Clémenceau, et à un moment donné, l'un d'entre vous a parlé du Foch, mais il ne s'est pas étendu là-dessus, m'intéressent bigrement. Et on retrouve d'ailleurs la même chose sur ce qui s'est passé sur la centrale nucléaire de Fessenheim il y a un peu plus d'1 an, où là, il y a eu des observations de triangles dont un faisait plus de 20 mètres de diamètre, 20 mètres de côté, pardon. Et tout ça montre que ces intelligences, qui ne sont pas d'origine humaine, se montrent sans doute pour préparer un contact que je sens imminent. Pourquoi je dis ça? Parce que vous le savez tous, puisque vous êtes passionnés par les ovnis, vous avez entendu récemment 2 déclarations qui sont tout à fait significatives. D'abord celle d'Eshed Ehud, qui est un général de l'armée israélienne et surtout qui est un grand chercheur, un savant. Il a 84 ans. Il dit maintenant, j'ai 84 ans ou 85, je ne me souviens plus, et je peux parler, ma carrière est faite. C'est un scientifique éminent. Et il dit, les extraterrestres sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Le président Trump le sait parfaitement. Le gouvernement israélien le sait parfaitement. Trump voulait le révéler, mais les extraterrestres lui ont dit c'est encore un peu tôt. Donc, vous voyez, on est dans une phase incroyable. Et vous avez la déclaration du chef du département astronomie de l'université Harvard aux États-Unis qui dit que le fameux satellite bizarre là, Loeb, Monsieur Loeb. Oui, que c'est peut-être un objet volant non identifié ou une sonde technique envoyée par une civilisation extraterrestre. Donc vous avez une sorte de maelstrom de témoignages, d'observations, de déclarations officielles qui font supposer qu'il va peut-être se passer quelque chose de très important et qu'on ressent bien. C'est-à-dire que bien sûr qu'on n'est pas seul dans l'univers, bien sûr qu'il y a une ou plusieurs civilisations qui nous visitent depuis très longtemps, bien sûr que l'origine sans doute des religions, c'est un contact mal compris entre nos ancêtres et ces civilisations extraterrestres. Tout ça est passionnant. Merci beaucoup, Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, je vous remercie. Et c'est vrai que je vous rejoins, puisque j'ai le livre là, de Avi Loeb qui parle de Oumuamua, qui au départ était classé 1C 2017, puisqu'il a été découvert en 2017, entre autres par Spitzer, le télescope, à la vitesse de 180 000 km/h. Il n'y a pas de photo qui est prise, il y a juste des illustrations en 3D par rapport aux mesures, 40 mètres de large pour 400 mètres de long. L'épaisseur est infime et Loeb, il dit, ça pourrait être une épave
qui est à 1 milliard d'années d'une sonde envoyée par une civilisation. Pourquoi? Parce que comète, ça ne tient pas. Un C, ils ont dû virer le C parce qu'il n'y a pas eu de dégazage. Donc, il n'y a pas eu la queue qui est faite de glace et de poussière qu'une comète elle fait lorsqu'elle approche de la périphérie du Soleil. Après, il y avait un A, c'est devenu astéroïde, sauf que là, la forme et la trajectoire ne correspondent pas parce que l'objet est petit. Donc, c'est devenu un I, c'est-à-dire objet interstellaire. Alors, objet interstellaire, certains pensent que ça peut être, après tout, pourquoi pas, un autre objet venu de la ceinture de Kuiper ou du nuage d'Oort, qui soit une autre forme de caillou que l'on ne connaît pas. Et Loeb, de manière scientifique, il le dit, j'en suis qu'à la 100e page de son livre, il explique que ça pourrait être une photovoile, ce qu'on appelle une voile solaire, puisqu'il y a eu des accélérations. Et là, l'objet, quand il s'est trouvé dans la périphérie du télescope, du radiotélescope, ça ne correspondait pas avec les accélérations que subissent un objet lors des forces gravitationnelles entre les planètes. Il était déjà bien au-delà. Donc, comment ce truc a pu accélérer? Donc là, j'en suis que là dans la lecture, hein. Et comme disait Jean-Claude, effectivement, si on met bout à bout les allégations de Elizondo, qui ont été repris grâce à Leslie Kean en 2017 avec cette affaire du Nimitz, il y a eu effectivement le gars du renseignement israélien. Au niveau scientifique, on a un objet interstellaire qui se balade. En Et fin de puis compte, les révélations récentes là, de ce journaliste américain ce que tu l'as dit d'ailleurs, qui a écrit à la DIA et qui a eu la confirmation qu'il y a vraiment des objets, oui. il y a eu des résidus, des choses qui ont été récupérées lors de crash ou ailleurs et qui ont été analysées. Il faut bien comprendre que Voyager 1 est sorti de notre système solaire en 2010, ok, envoyé depuis 1977 à une vitesse de 25 000 km/h. On a traversé la rue, Patrice, hein, on est d'accord, hein, au niveau interstellaire. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Hein. Ok, on a la pointe de la technologie, mais on envoie encore des gamelles style Moyen-Âge, hein, des calèches hein, dans l'espace. Hein. Excusez-moi, mais on n'a encore pas l'antimatière, on n'a encore pas au moteur ionique. Les essais se font. Mais voilà quoi. Alors pourquoi une civilisation qui aurait de l'avance sur nous, parce que tout simplement plus vieille, peut-être plus sage pour ne pas s'être autodétruite avant, et encore que peut-être que là, ce qui transite dans notre ciel, c'est peut-être des coquilles vides, hein, c'est peut-être l'intelligence artificielle qui s'écrit ses propres structures. On peut tout imaginer, on va être dans des hypothèses. Mais moi, je ne rejette rien. Simplement, entre l'eau, l'espace aérien sur notre planète et l'espace, si vous avez une civilisation qui a 100 ans ou 1000 ans d'avance, je pense que ce n'est pas un problème de se mouvoir dans toutes les sortes d'environnements. Moi, c'est ce que je pense. En plus, de toute façon, je lis aussi un très bon livre de Michio Kaku. Et Kaku, il explique un petit peu comment on pourrait évoluer lorsque ce sera plus vivable sur notre planète. Nous serons errants, nous serons des itinérants de l'espace. Alors, est-ce qu'on sera des machines bio-organiques, moitié machines? Je ne suis pas intéressé. Il y a des trucs qui font peur, mais est-ce qu'on n'est pas déjà confronté à ça avec certaines incursions? Les pistes sont nombreuses. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on sent qu'il y a un déblocage. Et moi, j'ai mis le compteur à 2035. À plus ou moins 5 années. Pourquoi? Puisqu'on a le James Webb Telescope qui va remplacer Hubble, dont la définition va être beaucoup plus précise encore. Alors, Perseverance est arrivé sur Mars. On va avoir des missions sur Europa, lune de Jupiter, peut-être Encelade, une autre lune, mais sur Saturne. Et on va peut-être découvrir des espèces. Alors, certes, ce seront peut-être des crevettes, des micro-organismes, mais ça va tout débloquer dans la tête des gens. Donc, déjà, moi, je pense que par cela, on est dans une époque charnière. Maintenant, les scientifiques, Jean-Claude me reprendra s'il veut, mais il y a 5 ans, il n'y avait pas d'eau sur la Lune. Ouais, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Mars, pas plus. Maintenant, et avant, ils raillaient les gens comme nous. Mais maintenant, les scientifiques, eh ben, quelque part, ils ne font pas marche arrière, ils ne s'excusent pas. C'est dommage qu'ils ont cette insolence. Mais je suis désolé, ils en savent pas plus que nous. Ils ont juste
un cursus intellectuel plus élevé, avec une logistique beaucoup plus élevée. Ils ont juste ça d'avance. Mais je suis désolé, on a juste traversé le trottoir au niveau interstellaire. On ne sait même pas que derrière la rue, il y a d'autres rues, qu'il y a une ville, puis que derrière, eh ben, il y a un département, puis une région, puis un pays, puis d'autres continents. Vous vous rendez compte de tout le chemin encore qu'on a à faire? Donc je pense que ça force à l'humilité. Il faut mettre les fantaisies à part, mais simplement, on va parler de faits. Et le limite c'en est un, la Navy l'ont reconnu. Donc, on ne peut pas dire que c'est des fakes, des faux, les vidéos. Ils l'ont reconnu, ils ont même reconnu qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que ça pouvait être, ces trucs-là. J'en ai parlé longuement tout à l'heure. Bon, là, on a l'histoire avec le porte-avions Foch, des triangles qui quittent la flotte pour se retrouver dans un cylindre, le tout qui se transforme, etc. On a des choses qui défient toute concurrence, en tout cas, qui échappent à nos catalogues artificiels et naturels. Moi, je suis enquêteur pour MUFON, je me sers de ces catalogues. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau naturel, météorologique, spatial, météores, etc., etc., les reflets, les colonnes solaires, les ceci, les cela. Après, le catalogue artificiel, les avions, les drones, les engins pyrotechniques, les fleurs, les lampes thaïlandaises, que nous servent bien le GEPAN tout le temps. Et il y a des cas, lorsqu'il y a des traces visuelles, lorsqu'il y a des gens qui ont un certain cursus, qui résistent à toute explication. On est certainement dans une nouvelle physique. Et là, c'est vrai que Jean-Pierre Petit, c'est un scientifique courageux. Bon, Jean-Claude m'a dédicacé voilà, le livre en m'envoyant une carte. Il est en train d'avoir raison sur bien des points. C'est ça qui est énorme. Mmh. Mmh. Ah ouais, bravo. Et moi j'ai remarqué une chose. Autrefois, les grands savants du Moyen-Âge disaient on ne peut pas naviguer au-delà de telle distance de l'océan parce qu'il y a une chute d'eau, là, les navires ils vont tomber. Mais c'était n'importe quoi, mais c'était la vérité de l'époque. Ensuite, au 19e siècle, tout début du 19e siècle, mais jamais les locomotives et les trains pourront aller à plus de 30 km/h. Vous vous rendez compte, les gens vont être étouffés. C'est pas possible. Ensuite, un très grand savant anglais a prouvé par A plus B qu'il était impossible qu'un avion plus lourd que l'air vole. Les ballons, oui, mais un plus lourd que l'air, c'est pas possible. C'est mathématiquement impossible, absolument. Et aujourd'hui, on nous dit on peut pas aller plus vite que la lumière. Pourquoi? Parce que si vous allez plus vite que la lumière, vous allez retourner dans le passé. Et c'est pas possible. Et bien ensuite, moi j'ai su ça dans Wikipédia, puis récemment ils ont dit en fait on ne sait pas trop, hein, c'est peut-être faux. Donc, en réalité, il y a beaucoup de gens qui sont très péremptoires, qui mettent des interdictions un peu partout. Et puis, en réalité, on sait beaucoup moins de choses qu'on veut bien le croire. Et ça va bouger, ça va continuer à bouger, à évoluer. La science n'est pas terminée. On a un certain niveau. En fait, j'ai un peu dans ton sens. Toi, tu dis on a traversé juste le trottoir. Moi, je dis en science, c'est pareil. On sait beaucoup moins de choses qu'on veut bien le croire. Nous sommes en perpétuel apprentissage, en perpétuelle évolution. Je pense qu'il faut être humble avec ça. Je disais, ce qui vaut à mon niveau équivaut pour d'autres personnes. On ne connaît pas tout. Vous vous rendez compte que les océans, je disais tout à l'heure, Cameron, alors j'ai salué les lanceurs d'alerte, mais je peux saluer aussi les explorateurs comme Cameron qui mettent leur denier au moins dans des trucs utiles. Il disait, mais c'est dingue, quoi. On connaît que 10% de nos océans, quoi. Pas bien beaucoup plus que de la Lune, hein, excusez-moi, mais là, ça va s'arranger avec les drones maintenant qu'ils peuvent se faufiler. Ça va bien résoudre des problèmes. Je l'ai dit à mes enfants, j'ai 4 enfants. Chez mes enfants, vous aurez une période de votre vie turbulente. Parce qu'on voit le Covid, on voit les problèmes économiques, etc. Malheureusement, j'espère qu'on leur évitera une guerre, un sale truc, mais je voudrais vivre parallèlement des trucs intéressants. Et les trucs intéressants, ce seront les nouvelles, exactement, issues déjà de notre propre planète inexplorée, mais certainement aussi de ce qui vient de beaucoup plus haut. On est dans une époque charnière. Et je me souviens que Jean-Gabriel Grillet, que je rends hommage, que j'ai rencontré en mars 2012, il me disait, vous savez, il faut avoir un œil sur la physique. Parce que la physique, à l'heure actuelle, la cosmologie sont en crise. Ça avait été le cas lorsque Einstein a
dévoiler son E égale MC2. Il dit on est exactement à cette période-là. Et je pense qu'effectivement, c'est en train de se vérifier. Je pense que Ok. Jean-Claude là pourrait dire quelque chose, parce qu'il est avec un spécialiste vraiment de haut niveau. J'aimerais bien avoir son sentiment là-dessus. Mon micro est ouvert, là, vous m'entendez les uns et les autres? Parfaitement. Oui, oui, Bon. oui. Je suis en train, avec Jean-Pierre Petit, d'écrire un livre sur la recherche scientifique. Ça va tout à fait dans le sens de votre analyse, parce que effectivement, la recherche scientifique est en panne dans la mesure où, dès l'instant où on sort des sentiers battus, c'est-à-dire de ce qui est enseigné à l'université, c'est le cas de Jean-Pierre Petit avec son modèle Janus, il est instantanément ostracisé. Et on a fait des expériences qu'on racontera dans le livre, c'est-à-dire quand il envoie 40 pages de calcul de physique à très haut niveau à un site scientifique international à comité de lecture, 10 minutes après, il reçoit une réponse en disant Not suitable. Ce n'est pas souhaitable. Votre papier n'est pas souhaitable. Il le fait signer par quelqu'un d'autre, je ne dirais pas qui, mais on a toutes les preuves. Et là, ils mettent 3 semaines ou un mois à lui répondre en disant votre truc est très intéressant, le public. Voilà, c'est la recherche scientifique en France. Mais il y a plein de choses. Regarde les aventures Vraiment. de notre prix Nobel qui a découvert le virus du sida, là, comment il s'appelle Montagnier, professeur Montagnier, Montagnier. les aventures de Bénévis, les aventures de. Et avant, il y en a plein d'autres. Tous ils se sont fait shooter, les malheureux. Ah ben justement, tu fais très bien de parler de Benveniste et de la mémoire de l'eau. Jean-Pierre Petit explique dans la vidéo qu'il a mise en ligne ce matin, c'est tout récent, mais son site est un peu fouillis, il faut avoir le temps de trouver la dernière vidéo. Il explique, parce que Benveniste était un de ses amis, que Benveniste avait totalement raison. Et le professeur Montagnier a refait l'expérience en utilisant comment dirais-je, la puissance nucléaire, et il est parvenu aux mêmes conclusions que Benveniste sur la mémoire de l'eau. Mais il y a eu des expériences qui ne marchaient pas, et ce qu'explique très bien Jean-Pierre, c'est que l'eau n'est pas la même d'une bouteille à une rivière, d'une rivière à un lac, d'un lac à la mer, c'est pas la même. Donc pour refaire la même expérience, il faut prendre exactement la même eau. Ce qui n'était Exact. pas le cas, et ce qui explique que quand ils ont refait l'expérience, par exemple à l'Académie des sciences, c'était pas la même eau, ça n'a pas marché. Exactement. Et le japonais, c'est bizarre, Jean-Claude, que tu parles de ça, c'est que je viens d'avoir le DVD là. Ouais. Emoto a repris justement le concept de bévéniste, c'est énorme. Et lui, il a fait des expériences avec balayage électronique du microscope. Balayage Ton électronique. micro. Ah, pardon. Là, vous m'entendez? Oui, Oui, là, c'est bon, là. Allô? oui, oui. Vas-y. Oui, c'est bon, c'est Oui. bien. Alors donc, Emoto, il a refait des expériences. Et entre autres, avec des gens qui étaient négatifs et des gens qui étaient positifs. Donc, ils avaient chacun de la flotte dans un récipient et ils ont analysé. Eh bien, les cristaux étaient vraiment difformes, pas beaux sur les gens qui étaient négatifs au niveau des émotions. Et ceux qui étaient positifs, eh bien, ça faisait vraiment des beaux cristaux. Et il expliquait justement, alors je vais le voir plus dans la vidéo, hein, apparemment, ils expliquent que l'eau qui est dans nos robinets, elle fait plusieurs chemins, mais par rapport à une cascade, l'eau, elle suit les fluides, elle est fluide, l'eau, donc elle suit bien les rochers, elle épouse l'univers quelque part, mais là, elle est compartimentée dans des tuyauteries qui sont horizontales, verticales, etc., jusqu'à nos robinets, qui subit des tas de traitements, hein, du filtrage, du traitement pour enlever les microbes, etc. Et quand ça arrive dans nos verres, on a une eau qui est quasiment morte. Mhm. Enfin voilà, c'était juste pour dire Ok. par rapport à ça. Alors, il y a peut-être des. Je regarde un peu si je vois des doigts levés ou des gens qui veulent parler. Oui, vas-y Thierry.
Moi, je reste enclin toujours, bien sûr, à amener plus d'informations concernant l'affaire du porte-avions Foch, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, c'est une affaire qui continue à s'écouler tranquillement. Et ce que je sais, c'est qu'avec Jean-François Boëdec et Jacques Vallée, qui continuent à s'intéresser à cette affaire, et ils ont été, comment dire, au service historique de la Défense, si je ne me trompe pas, c'est à Toulon. Puisqu'il faut savoir qu'un bâtiment de guerre, quand il est désarmé, automatiquement, le livre de bord est mis au service historique de la Défense dans le port où le bâtiment a été désarmé. Ce qui fait que quand je suis allé au service historique de la Défense de Brest, je n'ai pas pu obtenir, bien sûr, quoi que ce soit comme information sur le livre de bord du porte-avions Foch. Ce qu'il faut savoir de toute manière, c'est que pour avoir vu le livre de bord que Jean-François Boëdec m'a envoyé, et toute l'année 74 est classifié secret hautement défense et qu'on ne pourra pas avoir plus d'informations. J'ai aussi su dernièrement par une source que je ne peux citer, mais que la page principale à la date de l'observation, et là justement on a un gros problème, nous au sein de l'association et au sein de la recherche, ou au sein de ce que je fais comme recherche, c'est que pour dire à Jean-Claude Bourré, que je suis très content d'ailleurs d'avoir ici, puisque je l'avais déjà rencontré, mais c'était en 1978, lors de sa venue à Brest au cinéma Le Celtic pour une de ses conférences, qui m'avait d'ailleurs dédicacé l'affiche de sa conférence, que j'ai toujours dans un tiroir, là, pour dire, comment dire, j'ai perdu le fil de ma conversation. Ah, zut, c'est pas grave, je vais la retrouver. Je ne veux pas la retrouver. Ce que je sais, c'est que on n'est pas sûr de la date. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut 6 heures pour un porte-avions pour chauffer les chaudières, pour allumer les chaudières, pour mettre de la vapeur, pour pouvoir partir, pour pouvoir appareiller. 6 heures. Après, pour amener une flottille à bord, c'est énorme. Donc, s'il aurait appareillé le lundi 7 janvier de l'année 1974, ça aurait été dû au fait qu'il avait des informations. Parce que tout est une information. De toute façon, tout est une information. Donc, il aurait dû appareiller suite à une information. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des choses qui se passaient en baie de Douarnenez. Alors, qu'est-ce qui se passait en baie de Douarnenez? Pourquoi on aurait envoyé le porte-avions Foch en baie de Douarnenez? Un bâtiment de cette taille-là, bon, c'est énorme au point de vue de l'infrastructure. Hôpital, commando, porte-hélicoptère, infirmerie, hôpital, un ensemble de choses qui permet d'être un bâtiment de combat. Alors, pourquoi aurait-il amené en baie de Douarnenez et à quelle période? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à déterminer cette période. Pour avoir mis quelques petits pièges en place, des pièges en place, comprenez ce que je veux dire, sur certaines, sur le net, j'ai réussi à obtenir des informations. Ce que je sais, c'est que, par exemple, le porte-avions Foch est parti en opération, il a appareillé, il a fait entre le 28 janvier 1974 et le 5 février 1974, il a participé, il a fait des exercices, il a appareillé, pas pour rien. Maintenant, c'est la date du 7 janvier qui nous dérange énormément, parce qu'elle n'est pas sûre. Mais ce qu'on est certain, c'est que vraiment, de toute manière, on a des preuves, Le porte-avions a été bien au contact d'engins exogènes, venant faire une reco pour certains des engins qui faisaient. Il y en avait 6 qui sont sortis de la mer, Jean-François et Jacques Vallée. Il y a un groupe d'experts derrière aussi qui sont en train d'enquêter là-dessus. Ils continuent à chercher. Il y a entre 5 et 6 engins
de forme triangulaire, entre 15 et 25 mètres de côté, qui sont sortis à plus de 250, voire 300 km/h de l'océan, donc dans la baie de Douarnenez. Ils ont rejoint un cylindre cigare qui faisait 250 mètres de long, 15 mètres de diamètre, qui s'est transformé en une sorte de cylindre ensuite, et qui est parti à très très grande vitesse au large du cap de la Ouais, c'est vraiment exceptionnel comme C'est énorme, image. c'est énorme. J'ai appris récemment, je ne vais pas donner le nom, qu'il y aurait eu peut-être les gens ici sont au courant, qu'il y aurait eu une observation en Indonésie d'un cylindre qui serait sorti de l'eau près d'un navire et qui faisait, attendez bien, 2 kilomètres de long. Alors, ça paraît tellement énorme, 2 kilomètres, qu'évidemment, j'attends des confirmations. Mais on a déjà des cas d'engins de très grosse taille qui ont été signalés. Ils ont été signalés dans la Manche, bien que la Manche ne soit pas une mer très profonde. Mais bon, ce n'était pas des engins de 2 kilomètres dans la Manche. C'est des puis, engins de grande. Oui, au niveau OVNI, Janie Charot, notre directrice MUFON, elle a parlé à la radio chez Bob de la place de Bonaventure, le fameux OVNI au Québec. ah oui. Et elle a dit d'ailleurs, c'était beaucoup plus loin que la place Bonaventure. Il faudra l'écouter en podcast, hein, puisque maintenant son émission elle est passée il y a une semaine. Et apparemment, c'était énorme, hein, c'était au-dessus des nuages. Parce qu'ils ont fait couper le courant, parce qu'ils pensaient que c'était comme il y avait un chantier sur la tour, ça pouvait être les projecteurs du chantier. En fin de compte, les lumières étaient toujours là. Donc là, effectivement, on a encore un objet, on va dire un vaisseau mère, si on va aller dans cette catégorie, quoi. Mhm. Ouais, on a des choses hors catégorie. Hein, Il y a des observations dans les grands lacs américains aussi. Bah, comme en Russie. On connaît plutôt tout le monde a entendu parler, je pense, des observations au lac Baïkal ou des choses comme ça. Je crois que tu en as Lac parlé. Baïkal, Ouais. le lac Erie aux États-Unis, Oui. le lac Michigan également. Il y a des histoires. Et j'ai envie de dire, même le triangle du dragon, qui est à peu près le même triangle des Bermudes, mais côté japonais, il y a aussi des histoires. Alors voilà, des anomalies de toutes sortes. Alors que ce n'est pas des objets, ce sont des règlements électromagnétiques, ceci, cela, bon, à certaines périodes. Des incidents, voilà, mettant des embarcations en difficulté, si ce n'est pas carrément des accidents. Patrice, comme je disais, c'est toute la planète qui est concernée. En Suède, en Scandinavie, carrément des trucs qui sont sortis de la glace. Oui. Donc même l'eau en état solide est parfois perforée. Dans les années 40, entre autres, il y a ces histoires-là. Et il y avait eu oui, parce que c'est Chourinov, que dans mon premier livre, j'en parle. Tu sais, je parle de l'affaire du lac de Corbe, en Nouvelle-Carélie. Et il dit qu'il y avait eu le même genre de truc en Suède et en Finlande. Mhm. Bah, À l'époque, on parlait de Ghost Rocket, de fusée fantôme, hein, il parlait à l'époque. Oui, exact. OK. Il Il y a des gens qui veulent parler? y a des volontaires? Tout le monde dort? Voilà, je crois que. Il est quelle heure? Non, juste pour terminer. 22h49. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler, oui. Oui, vas-y, Thierry. Ce que je sais, c'est que Alain Boudier s'est rendu il y a quelques années de cela à la base de l'île Longue pour présenter justement ce qu'il en était concernant les observations d'OVNI et d'OANI sur le site militaro-industriel de Brest. Ce qu'il a pu découvrir, c'est que certains officiers de la Marine nationale avaient été confrontés à l'observation de sphéroïdes, de sphères, de plus de 2 km 5 de circonférence sortant de l'océan. Qu'il n'avait pas osé d'ailleurs en parler en revenant à terre parce qu'ils auraient été pris. D'ailleurs, c'est pris pour des fous, peut-être débarqués même. D'ailleurs, c'est ce que disent les pilotes de l'aéronavale. Ils évitent d'évoquer ce genre de choses parce que s'ils sont confrontés à cela,
quand ils On en va leur parlent, retirer leur habilitation de vol. ils passent par la pharmacie. Ouais. Ils sont, ils sont interdits de vol ou alors on les amène dans certains domaines médicaux bien spécifiques. Ok. Il y a quelqu'un qui montre le doigt, là. C'est Fred Impossible. Mais il n'a plus de micro, le pauvre. Alors, je vais permettre aux gens de réactiver eux-mêmes leur micro. Ça va être plus simple. Mais normalement, tu peux le réactiver toi-même, Fred. Non? Non, il ne peut pas. Alors, j'ai essayé de le réactiver moi-même. Participants. J'en profite moi, pour remercier toutes les personnes, Voilà. parce que voilà. Puis Voilà. Merci. Mais, Fred, merci, Fred. merci. Ben, merci encore Sylvain Matisse et merci à Patrice Galacteros, que je ne connaissais pas. J'ai vu quelque part, mais j'avais une question à poser, moi. En fait, je m'intéresse depuis un petit temps à la géobiologie et je me demandais si les engins ne suivaient pas des champs telluriques de la Terre en général. Ça, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Est-ce que ça ne suit pas certains chemins, certaines autoroutes comme ça de champs magnétiques terrestres? Voilà, C'est une c'était ma question question. qui a été posée. Ah, excuse-moi, c'est plutôt à Sylvain de répondre. Ok. Ouais. Je ne sais pas quel est le spécialiste. ouais, oui, là ça c'est marrant parce que il y a pas mal d'ufologues qui parlent justement, et entre autres Eric Van Däniken, je crois, hein, Mhm. avec la théorie des anciens astronautes. Tu sais, quand on parle de zones telluriques, on parle des sites mégalithiques comme Stonehenge en Angleterre, Mhm. etc. Puis ça suit effectivement, ça suivrait toute une ligne. euh, par les crop circles, certains parlent aussi euh, ouais, que les lignes de Nazca, euh, Mhm. ça va du Pérou en Bolivie en passant par l'Égypte, et puis il y aurait une ligne même, je crois que ça couperait la France aussi. Alors, je ne sais plus exactement dans quelle région. J'ai entendu ce genre d'histoire. Et tu sais, tout à l'heure, j'avais abordé, je ne sais pas si tu étais là au début de l'émission, j'avais abordé Ensenada et Guadalupe, tu sais, en Basse-Californie, et je parlais qu'il y avait la zone où il y avait des requins qui se réunissaient parce que eux, les requins, ils sont aveugles, donc ce sont par les ondes. Et ils ont ce qu'on appelle Mhm. les ampoules de Lorenzini. Et ils peuvent ainsi chasser et suivre. Et Mhm. à 100 km à la ronde de cette zone, il n'y a rien. Bon, c'est une zone volcanique, attention, quand même. Euh, alors, moi, je pense que ça peut être une possibilité que euh, certains, certaines forces de cette planète naturelle, hein, électrostatiques, électromagnétiques, etc., dû au séisme, au mouvement tectonique des plaques, qui, quand même déclenchent des puissances énergétiques, les Mhm. tsunamis, quand on voit ce que ça peut faire, etc., peut-être qu'ils empruntent un chemin. D'ailleurs, tu m'ouvres un petit peu une porte. Tu sais, lorsqu'on dit qu'un objet plonge dans l'eau et qu'il n'y a pas d'éclaboussure, ce qui veut dire qu'il y a des obstacles dans l'eau, hein. Les marins du Vendée Globe, ils en savent quelque chose, hein. Oui, Surtout ben avec les voilà. OVNI maintenant, hein. Mhm. Les objets flottants non identifiés qui sont des poubelles, des containers, des ceci, des cela. Il y en a autant sous l'eau. Euh, euh, les icebergs aussi vers le Cap Horn, tout ça. Bon, il n'y a rien qui semble poser problème à ce genre de structure mobile. Euh, Est-ce qu'ils n'ouvrent pas une espèce de brèche et qu'en fin de compte, ça fait comme un tunnel qu'ils empruntent et là, il n'y a plus d'obstacle? Est-ce qu'ils n'ont pas une technologie qui leur permette, eh bien, en fait, de s'affranchir de la matière, quoi? C'est très juste ce que tu dis là. Ouais, 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 ouais. ouais, Moi, c'est ouais. une réflexion que je me pose. Est-ce que, et finalement, et je vais même plus loin, si on parle un petit peu de science-fiction, il y a un film que j'ai adoré qui s'appelle Contact. Alors, Contact, pas le dernier, il y en a eu un dernier. Je parle de celui où il y a Jodie Foster qui joue et qui joue le rôle d'une scientifique qui s'appelle le professeur Arroway dans l'histoire. Et finalement, quand on regarde bien, c'est sur une plateforme en mer et tu as deux anneaux qui tournent, euh, un dans un sens comme ça, une roue normale, puis l'autre dans le sens latéral. Et ça ouvre une brèche et elle voyage à travers ça, en fait.
En fait, quand tu n'as pas de vaisseau qui se déplace, Mhm. c'est simplement qu'elle est comme si elle était téléportée, qu'elle est passée d'un monde à un autre. Ça, Mhm. c'est le film, hein, c'est la fiction. Et moi, ça m'a beaucoup plu, cette approche. Parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on se dit, bon, OK, pour Alpha du Centaure, il faut 72 000 ans avec les moyens de propulsion actuels, chimiques, tels qu'on le connaît, hein, les fusées classiques. Donc, c'est pas possible. Donc, on essaye de voir avec tel moteur, un fusion nucléaire, on réduit largement le temps. Après, bon, l'antimatière, il faut encore être capable de capturer l'antimatière et pas après de la développer, ça coûterait très très cher. Et puis, bon, pour atteindre les vitesses supraluminiques. Bref, et certains commencent à pencher de dire que, Jean-Pierre Petit en parle un petit peu à sa manière aussi, c'est-à-dire, en fin de compte, eh bien, simplement Des raccourcis. de créer un espace, oui, voilà, un raccourci entre l'espace et le temps. On revient un petit peu à la métrique de Miguel Alcubierre que j'ai parlé tout à l'heure, hein, la distorsion de l'espace et du temps, et en fin de compte, d'ouvrir une brèche par une énergie très 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 forte, et à partir de là, il téléporter pratiquement ce qu'on veut. Pour moi, c'est une piste intéressante, mais qui est de très haut niveau, qui n'est pas du mien. Voilà. Il y avait Charles-Marie Génaudot qui voulait prendre la parole, mais je ne sais pas s'il est toujours là. Je lui ai ouvert le micro. Charles-Marie? Non? Ah, il est parti, peut-être. Ouais, j'en entends pas en tout cas. On ne le voit pas. Bon, ok, quelqu'un d'autre? Juste pour dire que, en fin de compte, juste pour dire, Patrice, que au niveau de la Bretagne aussi, le menhir de Kerlouas, par exemple, est un lieu dit où des ressources telluriques sont emmagasinées et qu'à plusieurs reprises, quand j'y étais avec des amis ufologues, on a pu obtenir des informations très intéressantes. Et quand on a utilisé soit des pendules, soit des choses de ce genre, on a pu découvrir et même observer. C'est dommage parce que je ne peux pas partager là, de photos ni quoi que ce soit. J'ai essayé. Parce que c'était bloqué. Ah. Mais je peux le. Attends, écran partagé. Normalement. Attends, déjà, je voulais partager cette photo qui était. Là, ça y est, tu peux partager maintenant. Ça y est. Ben celle-là, je voulais la partager parce que c'est mon ami Jacques Garnier qui est là. Si ça vous dérange pas, hein. Pas du tout. Bon, je fais partager. Je ne sais pas si vous allez la recevoir. Ah, mais j'ai peut-être. Non, je ne pense pas parce que là, je me retrouve dans partager, mais. Mais il faut que la photo soit déjà affichée avant qu'elle soit partagée. Alors, attends, comment on fait ça? Ah, tu l'as fait monter et seulement après, tu passes en partage. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. J'ai autorisé tout le monde à réactiver son micro, là. Et normalement, tout le monde va avoir l'écran partagé. Je vois pas. Bon. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais juste pour dire que donc, oui, au niveau du menhir de Kerlouas, en 1981 et 1983, un agriculteur qui s'appelait Jean Quélec a été à plusieurs reprises abducté, que nous avions participé à l'enquête avec l'adjoint au commandant de gendarmerie, que nous avions aussi eu le radar de Bretagne pour essayer de comprendre un peu ce qui avait bien pu se passer sur le site, et que cette affaire était vraiment très importante aussi. Il semble y avoir une relation entre, oui, des lieux historiques, voire des menhirs en Bretagne. À 3 kilomètres de là aussi, il y a eu des mutilations animales de découvert, dont une mutilation sur une vache prise Holstein, sur lequel j'ai enquêté. Il semblait qu'il y avait une sorte d'omerta qui avait été mise en place par les services vétérinaires, par les services vétérinaires qui avaient ausculté la vache, et on n'avait pas, alors qu'on avait découvert un trou dans la tête de la vache, comme fait à l'emporte-pièce, pièce de 2 cm, et on n'a jamais découvert de quoi que ce soit à l'intérieur de la tête de la vache en autopsie, quoi.
Non, il semble que oui, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'endroits comme ça, comme le menhir de Kerloas, pardon, en Plouarzel. Euh, ouais. Mm. Ok, Voilà. bon. Oui, alors moi j'ai juste une question par rapport. Alors je ne sais pas si Jean-Claude Bourret est encore là, mais peu Non, importe. vous direz qu'il est parti. D'accord, alors Sylvain ou Thierry peuvent répondre. Non, parce que comme Jean-Claude Bourret avait eu accès aux archives de la gendarmerie nationale en abondance, je voulais seulement savoir s'il y avait d'autres cas de survol d'OVNI des ports français, pas forcément les arsenaux nucléaires, mais est-ce que, parce que, bon, moi je suis de Loire-Atlantique et à une époque, dans les années 70, j'avais entendu dire qu'il y avait eu un survol du port du Croisic. Alors, est-ce que c'est connu pour vous, les survols du Croisic dans les Sylvain? 70 ou d'autres ports français Je sais qu'il y a eu des survols en Méditerranée parce que récemment, Oui. Alors, j'ai discuté, je vais te passer la parole. J'ai discuté avec Gilles Thomas qui est dans la région de Perpignan et qui connaît bien ça. Et il cite des exemples. Je te passe la parole, Sylvain, vas-y, à toi. alors, ça me dit un petit peu quelque chose, puisque Janie, elle est en Loire-Atlantique, et nous, à Meufon, on a pas mal, à l'heure actuelle, hein, on a pas mal de témoins. On a un cas sur Rospordin, d'un triangle, qu'avec mon ami Bruno Dupont, nous avons étudié, qui a traversé une nationale, hein, carrément. Roisic, ça me dit quelque chose, effectivement. En Méditerranée, euh, oui, le Cerro France, je crois que c'est Myriam, hein, la dame que j'ai vue au CIPO. Myriam Belmire, oui. Oui, eh bien, elle m'a dit que vers le port d'Antibes, des gens envoyaient des soucoupes sortir de la flotte. Donc, il y a des cas en Méditerranée, en Corse, quoi, notamment, mais aussi dans les Alpes-Maritimes, quoi, enfin, vers là-bas, quoi, vers la Côte d'Azur, quoi. Nice, Nice, Antibes. C'est la Côte d'Azur, Et oui. c'est vrai que dans mon premier livre, j'avais parlé de cas en Italie. L'Italie, ça avait été récurrent. Il y a eu plus de 500 cas à une époque, et à tel point que les marins demandaient une protection de leur gouvernement. Je ne sais plus, hein, de mémoire. C'est dans mon premier livre. Euh, Je crois que dans le livre de Pinotti aussi, il y a des témoignages comme ça. oui, et là, il faut. Mm. Ah oui, et il faut aussi conseiller le livre de Bruno Canuti en France. C'est lui le spécialiste pour les ovnis en Corse. Et je suis sûr que là, il y a une mine d'or à ce niveau-là. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de cas épargnés à y regarder, hein. C'est la mer que je cherchais, tiens, tout à l'heure. J'avais parlé de la mer du Nord, l'Atlantique, le Pacifique, la Manche. C'était la Méditerranée qui me manquait. Oui, on a des cas, effectivement, en Méditerranée. Puisqu'il y a même le bas qui parlait après, bon, dans le Maghreb, pour les ovnis au Maroc. C'est quasiment toute la planète, hein. Je veux dire, voilà, il y a des cas aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie, l'Océanie est aussi concernée. Bon, moi, je n'ai pas tous les cas en tête, hein, mais c'est quasiment tout le globe. Au XVIe siècle, la Le lac Saint-Laurent au Québec, j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. Dans beaucoup de lacs, oui. Comment? Donc l'élément liquide est très, enfin, présente beaucoup d'intérêt apparemment pour tout Ça ça. devient de plus en plus évident. Ça devient pour moi de plus en plus évident. Les faits sont là. Que ces histoires de choses volantes ont un rapport étroit avec l'élément marin. Au moins d'une manière indirecte. Dans le meilleur des cas, elles le traversent. Dans le pire des cas, ils en sortent. Je crois que je pense que j'ai eu la bonne idée de choisir l'environnement. Dans l'ufologie, je voulais me spécialiser dans quelque chose. Alors, comme je te disais, j'aurais pu mettre les extraterrestres. Bon, alors, quel portrait robot ils auraient par rapport à la topographie d'une planète, les échanges chimiques et gazeux. Mais je me suis dit, bon, je ne suis pas un scientifique non plus, bon, pour aller là-dedans. On a cherché avec ma compagne Emmanuel, Gilles Thomas aussi, ça l'intéressait. Et puis je me suis dit, mais on ne ferait pas un blog et on se spécialise sur l'environnement marin. Parce qu'on cherchait, qu'est-ce qui peut intéresser les ovnis? Je veux dire déjà, minerais,
chemin de fer, dunes de sable. Le sable, il y a le silicium dedans. D'accord? C'est ce qu'on trouve dans nos PC, hein. Il y a plein de choses. Et donc, on survolait comme ça. Et puis j'ai dit, ben, c'est tout con. La planète, c'est la planète eau, 70%. Et franchement, on pensait, nous, que c'était que les abysses. Parce que, ben voilà, on avait vu un reportage sur les Bermudes et tout. Je me bon sang, on devrait s'intéresser plus à l'élément marin. Il y aurait peut-être des choses à découvrir. Et on n'arrête pas d'en découvrir, en fait, depuis. C'est ça qui est énorme. Ok. Quelqu'un d'autre? Sinon, Oui. oh, il n'est pas si tard, j'ai que 11 heures. 11 heures, ouais. Mais il y a peut-être des gens, il faut qu'ils s'étartent, puisqu'ils ils vont bosser demain. Je voulais juste signaler que moi, le Oui. seul ovni dont j'ai été témoin au début des années 70, hein, j'étais à la chasse sur l'estuaire de la Loire, et donc il y a un ovni qui suivait la Loire, donc entre Saint-Nazaire et Nantes, hein, sur l'estuaire. Enfin, je l'ai aperçu qu'à peu près une 10-15 secondes. Et il s'est volatilisé. Et je l'ai vu par la tranche. Et il s'est volatilisé au bout de quelques secondes, une dizaine de secondes environ. Et donc, il survolait la Loire à peut-être 15-20 mètres d'altitude. Alors là aussi, il y avait de l'élément liquide. À confondu avec le Lune, une lanterne thaïlandaise, l'étoile Vénus, qui est une planète, et peut-être que tu avais un peu trop bu et que tu tirais un peu sur le pétard. Hein, à vous. C'est les explications du GIPON, ça. Exactement. Oh. Voilà. Fallait que je fasse un peu l'idiot. Bien sûr. Robert, Merci Charles, hein, pour votre témoignage. Robert Patard qui veut prendre la parole. Eh bien, qu'il l'apprenne. Oui. Il faut qu'il active son micro, il peut le faire lui-même. Il faut qu'il clique m'entendez, là en bas à gauche sur le micro qui est Vous m'entendez rouge et barré, Vous et ça va m'entendez, partir. Oui, on t'entend. On entend quelqu'un en tout cas. Oui, donc oui. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant des Tu peux te remonter un petit peu parce qu'on voit Oui. le haut de ta tête là. Oui, quand oui. Merci. on se penche Voilà. sur la mythologie et aussi avec les visions des Sumériens, on serait dans une matrice artificielle et nous aurions été créés par ce qu'on appelle des extraterrestres. Dans les mythologies, on les appelle les faux dieux. Et comme ils s'aperçoivent que nous commençons à découvrir un certain nombre de choses au niveau scientifique et qu'on arriverait bientôt à leur niveau, ils commencent à s'inquiéter un peu. C'est une hypothèse, hein. Voilà. C'est ce que je voulais simplement apporter comme élément. Merci. Tu sais que tu me fais penser quelque chose à propos des Sumériens, c'est que le fondateur de la civilisation sumérienne, enfin, ça a été aidé par un dieu qui serait sorti de l'eau. Je crois qu'il s'appelait Omnes ou quelque chose comme ça. Oui, un être mi-homme, Oannes. mi-poisson. Oannes, Oannes. ouais, oui, Ouais. exact. Et mi-homme, mi-poisson. Et voilà, c'est une légende. Enfin, c'est un récit historique des Sumériens. C'est intéressant. Et au Japon, je crois qu'ils ont aussi des êtres. Je confonds peut-être un peu. Non, ils ressemblent plutôt à des petits grissons. Si, au Japon aussi, ils ont de multiples Oni, hein, Oni, Oui. démons, voilà. Bon, il y a la déesse solaire Amaterasu, Serra chez les Égyptiens. C'est bizarre parce que toutes les cultures, elles sont différentes, elles ont un nom différent, mais quelque part, monsieur, c'est vrai ce que vous dites. Le contre-amiral Pinon, d'ailleurs, il parlait des apparitions mariales. Il disait qu'en fin de compte, c'était une méprise, que c'était des faux dieux. Et c'est l'Église qui s'est accaparé le truc, mais la témoin n'a jamais parlé de la Vierge Marie. Elle a dit, j'ai vu quelqu'un qui était enveloppé d'une auréole, elle était avec une robe blanche étincelante, elle n'a jamais parlé d'une sainte. Hein. Elle a dit, un hologramme, hein. J'ai vu une très belle femme qui m'a laissé des messages. C'est pas pareil. C'est l'Église qui s'est accaparé le truc. Hein. C'est peut-être des hologrammes. Hein. Oui, après, voilà. Après, alors là, techniquement, effectivement, pourquoi un hologramme? Ouais. On ne sait pas faire à l'heure actuelle des hologrammes. Enfin, je crois qu'on ne sait pas faire. Ça commence, mais pas encore de ce niveau-là. Oui, les hologrammes vont bientôt être un autre problème pour nous.
les ufologues, puisque on a eu les lampes thaïlandaises qui sont venues nous enquiquiner. Maintenant, c'est les drones. Et vous avez vu que le GEPAN, il change de plat. Maintenant, il nous parle un peu moins des lampes thaïlandaises et plus des drones. Mais bientôt viendront les hologrammes. Ouais. On va jamais s'en sortir. Ah non, non. Dit un enquêteur de terrain. J'ai proposé à l'organisation CIPO, qui cherche à valoriser l'ufologie, à la faire connaître, à ce que le problème des ovnis soit pris en compte, à encourager la recherche de terrain. Alors, ma première idée, ça avait été de créer un prix. Puis finalement, c'est peut-être, ça a été critiqué. Peut-être qu'on pourrait peut-être faire faire un recueil sans donner un prix à la meilleure enquête, si tu veux, ou la plus intéressante, faire un recueil d'enquêtes intéressantes et le publier avec une régularité à voir, peut-être tous les ans ou tous les 2 ans. Ça pourrait être intéressant, mais je change un petit peu de sujet, mais on pourrait mettre dedans d'ailleurs aussi bien des OANI que des ovnis. Bon, pour moi, c'est du pareil au même. Il y a tellement de liens entre les deux que je ne ferai pas la différence. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah très bien. D'accord. Je suis d'accord avec toi, Patrice. Ok. Enfin, non, entre l'idée et la réalisation, il peut se passer un peu de temps. Mais enfin, il faut avancer. Ok. Charles Génaudot. Oui. Je le vois, il a son micro ouvert. Il voulait parler tout à l'heure. Oui. Mais... non, ça y est, moi je me suis exprimé. Ah ben c'est toi, oui. Excuse-moi. Non, j'ai... Ok. Je vous remercie et merci à Sylvain. Ok. Eh bien, si il n'y a pas d'autres questions, moi je vais fermer la conférence. D'abord, en remerciant tous les participants, les conférenciers, Thierry, d'abord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Beaucoup, Thierry. Merci. Sylvain, bien sûr. Oui. Et puis voilà, et tout le monde. Monsieur Jean-Claude Bourré qui nous a fait l'amabilité de faire un tour. Tout à fait. Et voilà. Et puis, vous me permettrez d'avoir une dernière pensée, mon cher Patrice, pour mon ami Jacques Garnier. Envoie-nous la photo qu'on l'a. Oui. Je l'ai envoyé là à l'instant. D'accord. Je sais pas, parce que j'essaye comment dire, de partager, mais je ne réussis pas là. Bah, envoie-la par mail et puis je la récupérerai. Ouais, d'accord, je me débrouillerai. okay. Très bien, très bien. Ouais, c'était Bon. un ufologue de première classe. Hein. Oui. Et je vois que c'était un ami, que ça te touche beaucoup, bien sûr. Ah ouais, ça m'attriste. Ce soir, je vais me coucher avec une pensée pour lui, et puis qui plus est, 25 ans d'amitié sur tous les terrains, à farfouiller partout, et puis qui plus est, quand il allait, que ce soit au Col de Vence ou alors sur le Crop Circle en Angleterre, il a découvert des choses vraiment très intéressantes. Il était toujours là, plus une gentillesse incroyable. Vraiment, ce soir, j'ai failli ne pas participer à votre, et puis je me suis dit, il n'aurait pas été content. Donc, je suis venu quand même, mais ce soir, j'ai failli. Merci beaucoup pour cette décision. Bonne chose. Ouais. Je te remercie Thierry, et puis toutes nos condoléances. Hein. Moi, j'ai un peu touché aussi, je connaissais beaucoup moins que toi, mais je sais qu'il me suivait, puisqu'on discutait des fois sur Messenger. Donc, encore une perte pour l'ufologie, quoi, malheureusement. Oui. Un de plus, ouais. Ouais, c'est un de plus, hein, c'est énorme, quoi. Ouais, et puis, sachez une chose, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais il avait récupéré l'artefact de Jérôme Gigou et il l'avait envoyé à Paris. L'artefact, j'ai pas entendu. L'artefact de Jérôme. Ah, d'accord. L'étrange et le mag. D'accord. L'artefact. Et Jérôme s'était battu contre un être qui s'est pointé chez lui, puisque Jérôme est régulièrement abducté. Donc Jérôme s'est battu avec un être qui s'est pointé chez lui et il a été blessé. Donc de la blessure, il a retiré
une sorte de petite pointe de flèche. Et l'artefact a été envoyé à la 3AF à Alain Boudier. Et le problème, c'est que l'artefact, on a mis 4 ans à le récupérer. Il y a tout un dossier dans l'étrange et le mal. On voit la photo aussi de la blessure. Oui, effectivement. Et on voit ici, pas facile hein, de faire ça. J'ai des photos, mais on voit ici, pardon. On voit ici Oui, on arrive à au bout du cure-dent, on voit la. On a vu, oui. On a vu oui. C'est pas bien gros, oui. Oui, tout à fait. C'est un implant, non? C'est un implant? Non, c'est un artefact, c'est pas un implant. Ah, d'accord. Okay. Ouais, c'est un artefact. Ça n'a rien à voir avec un implant. Il y a plein de personnes qui ont. Non, c'est parce qu'il s'est débattu, Jérôme, et l'alien, le personnage, je ne sais pas comment dire, hein, moi aussi je suis perdu parfois, lui a mis une sorte de baguette sur le bras au moment où Jérôme voulait lui mettre un coup de poing. Il a mis une baguette sur son bras à Jérôme et Jérôme a pris une décharge électrique, une sorte de décharge électrique. Il a été propulsé en arrière et tombé sur son lit. Et au petit matin, ou une heure ou deux après qu'il se soit réveillé, il avait cette blessure au bras. L'artefact a été amené ensuite pour analyse à la 3AF, à Alain Boudier. On a mis 3 ou 4 ans à le récupérer parce que Alain l'avait perdu. Entre-temps, il avait fait un AVC, Alain, et donc il n'était pas en très grande forme. On l'a récupéré et c'est Jacques Carnier qui était chargé, qui l'a envoyé ensuite à Paris pour faire dans un laboratoire des analyses sur cet artefact. Et il faut savoir que il est dit dans le... Ça, c'est très important de le dire quand même. Attendez, 2 secondes. Je retrouve l'article. Donc, c'est qui dans cet article? Excusez-moi. C'est plus trop ma tête ce soir. Tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Enfin, toujours est-il qu'il y a un élément. Voilà, j'ai trouvé. Après quelques années, il s'est avéré que l'objet n'a pas été analysé et que la commission Sigma 2, sous la nouvelle présidence de Luc Denis, n'avait pas eu connaissance de l'existence de l'objet. Jérôme a cette année récupéré l'objet et les propositions ont été faites par 15 personnes pour en faire l'analyse en laboratoire. C'est donc une affaire à suivre. Selon une source anonyme, InfoCreps, les analyses sur un plan auraient révélé la présence d'un isotope n'existant plus depuis la création de l'univers. Du fait de cette durée de vie très courte, cet isotope retrouvé dans l'implant, c'est pas un implant, hein, c'est un artefact, aurait dû être désagrégé depuis longtemps. Or là, ce n'est pas le cas. D'après notre source, l'ingénierie capable de reproduire cet isotope sous cette forme serait encore inaccessible pour l'humanité. Eh bien, ouais. C'est pas les autres. Ok. Ouais. Faudra en parler à Jacques Vallée, puisqu'il semble qu'il s'intéresse à ce genre de choses en ce moment. Ok. Ouais. Bon, ben, on va clore la réunion. Tout à fait. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis à bientôt. Normalement, le mois prochain, je ne peux pas vous dire la date précise encore, mais enfin, ça sera, on va parler de la Lune, on va parler des anomalies, donc avec Franck Morin. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, ça a été vraiment une très grande soirée. Oui. Une des meilleures que Merci Sylvain, que j'ai vues. Merci à tous et je vous souhaite le bonsoir. C'est moi qui vous remercie tout le monde. Hein. Ouais, je vous remercie aussi. Merci Thierry, hein, j'ai une pensée pour toi. On se téléphonera. Ouais. Voilà. Ouais, bon, pour moi, c'est pour Jacques. Hein. Et pour vous aussi, Jacques.